Au Bénin s'est tenue mercredi une conférence sur la criminalité transnationale organisée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption avec l'appui de l'USAID Bénin. En Tunisie, la société civile donne de la voix. Elle dénonce un projet de loi visant à protéger les forces de sécurité face à l'essor d'une mouvance djihadiste armée. Enfin, au Caire se tient sur 2 jours une conférence internationale initiée par l'UNESCO. Elle a pour but de mettre en place une politique de lutte contre les destructions de vestiges d'antiquités par l'EI. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. De violents combats ont éclaté jeudi matin autour du siège de la télévision nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes au lendemain d'une tentative de coup d'État contre le président burundais Pierre Nkurunziza en déplacement à l'étranger. Selon une source au sein des militaires putschistes, le bâtiment de la RTNB a été attaqué à l'aube après que le chef d'état-major des forces armées burundaises, resté loyal au président, eut annoncé l'échec du coup d'État sur les ondes de la radio nationale. Rappelons que l'ancien chef des renseignements burundais, le général Godefroy Niyombare, a annoncé mercredi la destitution du président Nkurunziza en déplacement à l'étranger. La présidence burundaise a aussitôt affirmé que le coup d'État mené par un groupe de militaires mutins avait été déjoué. Mais le général putschiste a assuré avoir le soutien de beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée et de la police. Dans la nuit, les deux camps ont chacun réaffirmé leur position, Prime Niyongabé revendiquant le contrôle de la présidence et le porte-parole des putschistes, celui de l'aéroport. Jeudi matin, il était toujours impossible de savoir qui contrôlait le pays, secoué depuis le 26 avril par un mouvement de contestation contre la candidature de Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle du 26 juin. Restons au Burundi où l'ancien chef du service de renseignement a donc annoncé mercredi la destitution du président Pierre Nkurunziza. Le général Godefroy Niyombare a annoncé la nouvelle alors que le président burundais était en déplacement en Tanzanie pour un sommet consacré à la crise ouverte par sa volonté de briguer un 3e mandat. Qui est donc ce général? Réponse à travers ce portrait. C'est le nouvel homme fort du Burundi. Âgé de 46 ans, le général Godefroy Niyombare était le premier Hutu à devenir chef d'état-major de l'armée burundaise en 2009. Il fut nommé en décembre 2014 à la tête du service national de renseignement, d'où il sera limogé moins de 3 mois plus tard par le président Pierre Nkurunziza, après lui avoir déconseillé de briguer un 3e mandat jugé inconstitutionnel par ses adversaires. Ce qui lui a d'ailleurs permis de gagner la sympathie du peuple burundais et faisant de lui une personnalité respectée pour sa droiture. Ancien compagnon d'armes de Pierre Nkurunziza au sein de la rébellion Hutu du CNDD-FDD, le général Niyombare a annoncé le 13 mai 2015 la destitution du président Nkurunziza sur les ondes d'une radio privée burundaise et ordonna la fermeture des frontières et de l'aéroport du pays alors que ce dernier se trouvait en Tanzanie pour un sommet régional sur la crise que traverse son pays depuis plusieurs semaines. Nous vous invitons à présent à revivre en images les événements qui ont conduit à la situation confuse de destitution du président Pierre Nkurunziza mercredi au Burundi. Suivez. Bujumbura, le 25 mai 2015. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi réuni en congrès, désigne le président sortant Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle. Une désignation aussitôt contestée par l'opposition et de nombreux pans de la société civile qui jugent qu'un 3e mandat serait inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha et appellent à des manifestations pacifiques visant à contraindre Pierre Nkurunziza à renoncer à cette candidature. Des manifestations qui très vite se propagent hors de Bujumbura et qui donnent lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre qui font usage de gaz lacrymogènes, de grenades, de canons à eau et de balles réelles. En 3 jours, au moins 5 personnes ont été tuées. On déplore également plusieurs blessés et des centaines d'arrestations. De même, les résidences universitaires de Bujumbura sont fermées.
Les manifestants ne désarment pas pour autant et multiplient de plus belle les descentes dans la rue en déjouant la vigilance des forces de l'ordre déployées en grand nombre pour contrer leur avancée. Dans cette confusion générale, le vice-président de la Cour constitutionnelle dénonce des pressions et s'enfuit du pays. Dès le lendemain, la Cour valide sans surprise une nouvelle candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Pour désamorcer la crise, le gouvernement propose la libération des manifestants arrêtés et la réouverture des radios fermées depuis le début de la contestation, sans pour autant réussir à calmer la détermination des manifestants. Et pendant que la contestation s'intensifie dans la rue et que la pression internationale va croissante, Pierre Nkurunziza dépose le 8 mai à la Commission électorale nationale indépendante sa candidature pour le troisième mandat tant controversé. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pourrait-on dire. La Belgique suspend son soutien au processus électoral alors que les Occidentaux demandent un report des élections auxquelles le président sortant se montre hostile. Nous sommes au 17e jour de contestation émaillée de violences qui ont déjà fait une vingtaine de morts. Un sommet régional est convoqué en Tanzanie pour désamorcer la crise. Un sommet auquel Pierre Nkurunziza se rend, laissant ainsi le champ libre aux putschistes pour le destituer. Le Bénin à présent, les trafics d'armes en lien avec les braquages en bande organisée et la situation sécuritaire et dans la sous-région ouest africaine. Voilà le thème d'une conférence publique organisée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption avec l'appui de l'USAID Bénin. C'était mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. Le point avec Johannes Toanou et Floris Dossa. Au total, 91 dossiers de criminalité transnationale organisés ont été enregistrés entre octobre 2014 et février 2015 au Bénin. En ce qui concerne les cas de corruption et autres infractions connexes, respectivement 87 et 65% des enquêtés du secteur judiciaire et des unités de police et de gendarmerie affirment y avoir été confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dans le cadre du projet AIFA, mis en œuvre par l'appui financier de l'USAID, a donc ciblé des objectifs précis. La criminalité transnationale organisée au Bénin, les trafics d'armes en lien avec les braquages en bande organisée. Cette conjonction amène à engager une réflexion approfondie se référant à la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine en général et au positionnement géographique du Bénin. Cette situation arrimée au braquage cinglant connu ces dernières années et à l'activisme de certains groupes mafieux terroristes dans des pays de la sous-région ouest africaine mérite une attention soutenue de la part des autorités compétentes pour éviter de faire passer des pays entiers sous le contrôle de ces réseaux criminels et illicites. Plusieurs chercheurs et acteurs des questions de sécurité ont ensuite livré les conclusions de leurs recherches à travers un panel sur le trafic d'armes, ses tenants et aboutissants, et sur les conséquences de la corruption. Le manque de coopération entre pays et la pression politique constituent néanmoins des obstacles majeurs à l'aboutissement des dossiers de criminalité transnationale, organisée et de corruption. Par ailleurs, pour une répression efficace, il faut améliorer les moyens d'investigation et renforcer l'arsenal juridique de l'avis des acteurs rencontrés dans le secteur de la justice, ainsi que ceux de la police et de la gendarmerie. La société civile en Tunisie a dénoncé mercredi le caractère liberticide d'un projet de loi visant à protéger les forces de sécurité face à l'essor d'une mouvance djihadiste armée. Les détails. Ce projet approuvé en Conseil des ministres et transmis au Parlement début avril, peu après l'attaque sanglante contre le musée du Bardo, a été jugé incompatible avec les standards internationaux des droits humains par 13 ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International.
Le test du gouvernement, qui doit être examiné par les députés à une date indéterminée, prévoit notamment de lourdes peines de prison pour toute personne se rendant coupable de divulgation de secrets relatifs à la sécurité ou à la sûreté nationale ou de dénigrement de l'armée ou de la police. La société civile, elle s'est mobilisée fortement contre cette loi parce qu'elle comporte un certain nombre de dispositions en son sens qui sont à la fois anticonstitutionnelles, donc seraient en violation flagrante de la Constitution, et parce qu'ils sont en violation de nombreux textes internationaux dont la Tunisie est un pays signataire. Or, selon les 13 ONG, les formulations sont si vagues qu'elles accordent aux autorités une grande latitude pour procéder à des arrestations pour des motifs injustifiés et pourraient leur permettre de poursuivre ceux qui dénoncent des actes répréhensibles du gouvernement. Le fait qu'il ait été passé par le Conseil des ministres à l'Assemblée des représentants du peuple est déjà un mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a quand même une volonté politique de le faire passer. On rappellera que ce n'est pas la première fois qu'un projet de loi pareil est présenté auprès du gouvernement. La société civile est loin d'être seule à s'inquiéter. Ainsi, l'ex-ministre délégué chargé de la sécurité nationale n'a pas hésité à qualifier d'imbécilité extraordinaire ce projet de loi biaisé et rédigé à la hâte par le gouvernement de Habib Essid, un ex-ministre de l'Intérieur. Selon lui, les autorités doivent réfléchir à une réforme sécuritaire d'ensemble, le domaine étant toujours régi par des lois datant de la dictature, afin de véritablement concilier État fort, lutte contre le terrorisme et protection des libertés publiques acquises avec la révolution. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a ouvert mercredi au Caire une conférence internationale. Le but de cette assise est de mettre en place les moyens de lutte contre les destructions sans précédent de vestiges d'antiquité par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. La conférence de 2 jours organisée par l'Égypte réunit des ministres et responsables du patrimoine culturel de 11 pays arabes et des experts étrangers et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a pour but de combattre ceux qui détruisent l'histoire selon Antiquité Coalition, un groupe d'experts et d'archéologues rassemblés pour lutter contre les destructions du patrimoine à travers le monde. La réunion est organisée un mois après une nouvelle destruction de vestiges en Irak. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit les djihadistes de l'État islamique détruire à coups de bulldozers, de pioches et d'explosifs le site archéologique de Nimroud, joyau de l'Empire assyrien fondé au XIIIe siècle. Les enjeux sont importants. Les pillages et destructions de sites archéologiques et musées ont atteint une échelle sans précédent. La destruction du patrimoine culturel, l'épuration culturelle est utilisée comme une tactique de guerre pour terrifier les populations, pour financer des activités criminelles et pour propager la haine. Détruire le patrimoine de l'humanité dans la région, que ce soit en Irak, en Libye, au Yémen ou en Égypte, est sans doute devenue une stratégie d'intimidation pour les assaillants. La conférence du Caire intitulée « Propriété culturelle sous la menace, l'impact culturel, économique et sécuritaire du pillage d'antiquités au Moyen-Orient » a pour objectif d'unifier les efforts pour contrer cette menace. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.